Alors certes, l'utilité d'un nouvel opus était-elle nécessaire? Pas sûr. Cependant, tout n'est pas à jeter pour autant. Bonjour à tous, il va être question de Massacre à la tronçonneuse réalisé par David Blue Garcia. L'histoire des jeunes influenceurs se rendent dans la ville fantôme de Harlow au Texas dans le but de lancer leur nouvelle entreprise. Mais sur place, leur rêve va se transformer en cauchemar lorsqu'ils vont devoir se confronter à Leatherface, le tueur en série dont l'héritage continue de hanter la région. Cependant, Sally Hardity, unique survivante du massacre de 1973, est bien décidée à le retrouver pour se venger du mal qu'il lui a fait 50 ans plus tôt. 9e épisode d'une saga qui n'en demandait pas tant, initiée en 1974 par le chef-d'œuvre de Tobe Hooper. La saga Massacre à la tronçonneuse ou Texas Chainsaw a connu bon nombre de suites et de remakes allant de correct à mauvais. Et ce film, qui aura connu moult problèmes durant sa production, on va y venir, décide de faire abstraction de tout ce qui a été fait auparavant et de se présenter comme la véritable suite du film original. À la limite, pourquoi pas, de toute façon aujourd'hui la cohérence on s'en bat un peu les couilles. Tu regardes la saga Halloween qui en termes de chronologie est un gros bordel, je peux dire que Massacre à la tronçonneuse à côté, il a rien à lui envier. Malgré tout, il faut revenir aux origines du projet qui, comme je l'ai dit précédemment, a connu certaines complications durant sa fabrication. Après l'échec du 8e film Leatherface, Lionsgate et Millennium Film perdent les droits de la franchise et c'est Legendary Pictures qui les récupère, envisageant dans les années à venir de produire des nouveaux films et des séries, mais ça on n'y est pas encore. Fede Alvarez, réalisateur du remake d'Evil Dead et de Don't Breathe, est annoncé comme le producteur et ce sont les frères Andy et Ryan Toyle qui sont choisis pour mettre en scène le nouveau film. Jusque là, pas grand chose à dire. Le tournage se fait courant 2020. Sauf qu'à ce moment-là, les producteurs voient les premiers rushs et ne sont pas du tout satisfaits de leur travail. Du coup, paf, ils se font virer du projet. Et c'est le jeune David Blue Garcia qui est choisi pour les remplacer. Et c'est pour ça que j'ai pas spécialement envie de chier sur le mec parce qu'il a été chef opérateur sur un film d'horreur qui s'appelait Feast. Il avait fait un autre film auparavant et ça c'est son deuxième. Et direct on lui donne Massacre à la tronçonneuse à son âge avec toutes les contraintes. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le mec? Et donc le film sort sur Netflix pour un résultat passable à défaut d'être original. Et clairement, j'ai pratiquement vu tous les épisodes de la saga et je peux vous dire qu'il y a bien pire que celui-là. Bien pire. Surtout que le film est ultra généreux en matière de gore. On reproche souvent aux films d'horreur actuels d'être ultra lisse et de pas assez se lâcher. Bah moi qui aime bien quand ça démastique sa mère, je me suis fait plaisir. Ce qui est sûr, et on va être assez d'accord, c'est que le gros point faible du film réside dans son écriture simpliste. Prenant à peine le temps de développer le background de la troupe d'adolescents, en particulier les deux sœurs Lila et Melody qui ont une relation compliquée mais soudée. Les deux autres, Dante et Ruth, comme tout le reste du casting d'ailleurs, c'est juste de la chair à canon pour le barbecue. Après, il faut dire que la durée très courte n'aide pas, à peine 1h20, du coup le film va à 100 à l'heure et va à l'essentiel. D'un autre côté, le film original de Tobe Hooper avait la même durée, donc bon. Le film a aussi la particularité de faire revenir l'héroïne, enfin plutôt la survivante du film original, Sally, qui n'est plus jouée par Marilyn Burns, décédée malheureusement en 2014, remplacée par Olwen Fouéré. Et son retour fait un peu forcer, genre ils se sont dit Jamie Lee Curtis est revenue dans Halloween, bon voilà on va faire pareil, sauf que le rendez-vous est un petit peu manqué. Elle arrive en ville, elle rejoint Leatherface dans sa chambre avec son gun. Et elle est là genre, tu te souviens de moi enculé? Tu te souviens de ce que tu m'as fait subir il y a 5 ans? Et lui il est là genre... limite, je t'ai déjà oublié. Il part pour s'occuper des deux sœurs, elle revient pour se fighter et elle crève comme une grosse merde et tu dis, tout ça pour ça? Tu attends ce moment depuis 50 ans, tu fais revenir le personnage, tu t'attends à ce que les retrouvailles soient quelque chose de fort, d'épique. Mais non, c'est dommage. En même temps, tu aurais pu aussi questionner la part d'humanité du Boogeyman. Surtout qu'au début, il n'est pas présenté comme quelqu'un de méchant. T'as les jeunes qui arrivent dans la ville, il y a personne. Tu te dis bon bah c'est une ville fantôme, il n'y a plus personne, tout le monde est parti quoi. Il commence à visiter les maisons et d'un coup il se retrouve avec une vieille dame. Et Leatherface elle le considère un petit peu comme son fils. En gros elle s'occupait d'un pensionnat où elle gardait des jeunes sans abri. Sauf que les jeunes ont acheté la ville et donc du coup madame vous devez partir. Forcément elle réagit mal. Elle est là non mais j'ai toujours vécu ici, qu'est-ce que je vais faire? Et elle commence à faire une crise. T'as les flics, t'as les médecins qui débarquent, Leatherface la prend dans ses bras, il l'amène dans l'ambulance pour l'amener à l'hôpital, sauf que sur la route, elle meurt. Et là, il pète un câble, il se met à buter tout le monde et du coup, ça devient un slasher ultra basique. Mais avec cette relation mère-fille, t'aurais pu développer des émotions à Leatherface, ça aurait pris un nouveau virage dans la saga. Ça aurait pu être mieux développé car trop court. Il y a aussi des gens qui ont reproché la forme fringante de Leatherface parce que certes, il y a 50 ans, il avait sûrement la vingtaine, là il en a 70, mais je pense que ceux qui disent ça, ils n'ont pas vu le film entièrement. Parce que si vous voyez bien, certes,
Là, il y a des courses-poursuites, il se met à buter tout le monde, mais il a aussi des moments de pause. Parce que vu son âge, il est obligé de se reposer. Et tu le vois 2-3 fois, il a besoin de prendre une pause pour recharger les batteries et se remettre à massacrer tout le monde. Maintenant, pour les morts, le côté trash, j'en ai eu pour mon argent. Enfin, j'en ai eu pour mon abonnement plutôt. Il y a une violence graphique bien malaisante. Merci à Netflix de ne pas avoir censuré le film. La scène du bus qui est juste géniale, à la fois un climax de pur film d'horreur qui ne fait pas dans la demi-mesure. Il commence à pleuvoir, donc du coup tout le monde se réfugie dans le bus, ça commence à faire la fête et tout ça. Leatherface débarque, ils sont tous là avec leur téléphone, genre ah ouais, cool la soirée, sympa le costume. Et là, c'est juste festival. Tranchage de membres, giclée de sang, pour ceux qui aiment le gore, c'est juste jouissif. T'as une autre scène aussi que j'ai bien aimé, c'est le Texan là, un petit peu badass. Il commence à se battre avec Leatherface, sauf qu'à un moment, il se fait planter. Il tombe par terre et essaie de donner les clés à Melody, terrorisée, qui était cachée sous lit. Et au moment où il veut lui donner, t'as un coup sec dans le crâne. Leatherface, il a un marteau, je crois, il lui explose la cervelle. À la fin, c'est de la bouillie. Et tu vois tout, hein, c'est impressionnant. Je trouve que les trucages gore sont très réussis. Sinon, pour le reste, pas grand chose à dire. Ça garde le côté crasse du film de Redneck. Et quand bien même il garde vaguement la photographie, il reste conscient du caractère intouchable du film de 1974. Il évite de copier le minimalisme de Tobe Hooper avec sa musique bruyante, sa mise en scène acide et son travail du montage et du découpage puissant dans son propos. Au contraire, il se démarque avec une surenchère visuelle qui ravira les amateurs. Le film ne lésine pas sur le massacre d'ados débiles qui permettra aux amateurs de gore, dont je fais partie, de ne pas s'ennuyer. Comportant des mises à mort et des carnages bourrins qui, faute d'un scénario solide, nous contentera dans un body count à fond la dose. Et je trouve que pour le réalisateur doué, arriver sur un tel projet avec tous les problèmes qu'il y a eu avant qu'il débarque, il s'en sort avec les honneurs. Dans ses cadres, dans son ambiance, dans son iconisation, le plan où Leatherface est en train de défoncer un mur et de l'autre côté, tu as le plan de la main sur la tronçonneuse, c'est ultra badass. Certes, il échoue à actualiser son discours avec ce Texas puant mais où tu ressens jamais la crasse et la sueur, mais il y a un savoir-faire évident et le réalisateur n'a pas voulu faire n'importe quoi. Et même si certains choix artistiques très discutables provenant sûrement des producteurs sont présents, le résultat n'est pas honteux. Demandez à Alexandre Buscio et Julien Maury leur expérience sur Leatherface. On a massacré leur montage, le résultat final n'est pas du tout la vision qu'ils avaient au départ. Ils veulent même plus en entendre parler de ce film. Donc je peux dire que celui-là à côté, c'est peanut. Pourquoi je pâchais sur le film? Déjà parce que ça serait trop facile de taper sur un jeune réalisateur qui doit avoir une pression énorme sur un tel projet, surtout vu l'importance et l'héritage de cette saga dans le domaine de l'horreur. Et aussi, j'attends un Massacre à la tronçonneuse comme j'attends un Halloween ou un Vendredi 13. En gros, j'attends rien. Juste une série B où un boogeyman va se mettre à trucider des gens de façon ultra gore, c'est un délire gonzo. J'attends pas ces films comme j'attends le nouveau Jordan Peele ou le nouveau Ari Aster qui de base propose des œuvres beaucoup plus ambitieuses, plus fortes thématiquement et cinématographiquement parlant. Je suis désolé, mais sur ce qui est sorti, Massacre à la tronçonneuse 3 et 4, Massacre à la tronçonneuse le commencement ou Massacre à la tronçonneuse 3D qui n'avait d'intérêt que la 3D sont bien plus pourris que celui-là. Et si vous ne me croyez pas, rematez-les et comparez. Ah, et aussi restez après le générique parce qu'il y a une petite scène qui pourrait annoncer une suite. En conclusion, ce Massacre à la tronçonneuse QV 2022 reste une suite honorable sans bien sûr atteindre la maîtrise de son modèle, ni prétentieuse et plutôt amusant pour les fans d'hémoglobine en manque de sensations fortes qui seront servis tellement le spectacle s'avère généreux et sans concession. Certes, les thématiques politiques et le côté modernité sont peu exploités, mais le film compense son manque de propos par un délire régressif, fun et sans temps mort vu sa courte durée. Un film crétin qui ne marquera pas le spectateur mais qui a au moins le mérite de ne pas être aseptisé et de ne pas s'imposer de limites niveau violence. Une bonne foire à la tripaille à découvrir sur Netflix. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.